Ensemble, nous avons beaucoup voyagé. Pérou, République démocratique du Congo, Afghanistan, Mali, Guinée, Soudan, Égypte, Turquie, Tunisie, Maroc, Albanie, Italie, Espagne. Notre ultime étape, la France. En 2024 et finalement chez nous, où nous sommes scolarisés au lycée professionnel Roland Garros. Ensemble, en paix. يلي طاير في الهوا في متن ورطة أو صورة خدني لعند دنيا. Ensemble, le mercredi 25 septembre à 10h, nous nous promenons autour du lycée et nous découvrons nos climats, le vignoble de Bourgogne. Chenov fait partie de la côte des Grands Vins et ensemble nous nous sommes intéressés à plusieurs parcelles. Le Clos du Roi en particulier. Nous goûtons les raisins noirs amers, sentons le vignes, le silence, le calme et deux pas de la banlieue. On fait tout à la main, on n'a pas de machine, c'est que le travail de l'homme. Alors la viticulture biologique, on a quelques obligations au niveau des produits qu'on utilise, que ce soit à la vigne comme pour la réalisation du vin. Nous, on essaye de respecter au mieux que ce soit le terroir, c'est-à-dire le sol, mais aussi après le vin. Nous, on va essayer de travailler le sol pour qu'il y ait plus d'aération, donc plus de vie microbienne, parce que c'est ce qu'on veut aussi. On essaye de moins tasser justement ces sols pour éviter que quand il y a beaucoup de pluie, comme depuis l'année dernière, que ça ravine. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'eau elle puisse pénétrer et infiltrer ces sous-sols, parce qu'il faut savoir que la vigne, elle fait quand même partie de la famille des lianes et elle pousse aussi bien à l'extérieur mais aussi à l'intérieur des sols. Ensemble, nous réalisons nos premières images et nos premières rencontres. C'est le début de l'automne. Le matin, il y a du brouillard. C'est étrange. On devine juste le paysage à quelques mètres, comme dans certains films d'horreur. Nous n'avons pas l'habitude, c'est comme une exploration. Ensemble, nous découvrons les vendageurs de demain cueillis sur l'une de leurs parcelles à coucher. Les couleurs sont chaudes, taupe, brun, terracotta, orange, jaune et rouge. On parlait de respect du sol et pour éviter les tassements de sol, parce que les tracteurs sont très lourds, donc si vous ramenez un tracteur dans la vigne, ça va forcément tasser les sols. Et quand on parle de tassement de sol, en fait, le problème c'est quand il pleut, c'est que ça va pas s'infiltrer. En travaillant les sols avec les chevaux, ça nous permet de moins justement tasser ces sols et d'avoir une vie microbienne qui est importante. Une vie microbienne, c'est-à-dire que quand on veut retourner notre terre, on veut qu'il y ait des vers de terre. Ça veut dire qu'il y a de la vie. La viticulture, quand elle est bien menée, a toute sa place dans le giron de la sauvegarde de la biodiversité. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les milieux les plus délicats, les plus en danger, vont être ce qu'on appelle des milieux dits ouverts. Ce sont des milieux de friches, comme ce qu'on peut voir un petit peu sur le dessus des plateaux de la côte, des milieux très arides, des milieux de tourbières. L'intérêt de ce type de milieu, en fait, c'est d'avoir une végétation qui va être un petit peu plus rase, plus clairsemée, avec des secteurs de friches. On va retrouver en fait la plus grande diversité d'espèces micro-animal, je dirais, et végétal. La viticulture bourguignonne est très très morcelée à cause de ces milieux et de ces climats. Murets, buttes, murgées, cabottes et la multitude de ces parcelles qui sont enclos. Ce qui fait que ça permet des refuges d'une et l'installation aussi de pas mal d'espèces. Quand on va conduire un vignoble, on va venir de manière responsable, c'est très facile de pouvoir finalement associer une protection de la biodiversité et la viticulture.
On a eu une année pour 2024 qui était très compliquée parce qu'on a eu beaucoup de pluie, ce qui nous a empêché de traiter les vignes avec des produits bio, mais pour protéger notre récolte. C'est pour ça qu'on a eu de grosses pertes cette année, estimées entre 60 et 70%. Il va falloir penser à changer nos méthodes de culture pour pouvoir mieux protéger les sols. On a besoin de ce froid, on a besoin de la neige, on a besoin de ces périodes de grand froid pour que la vigne se mette en dormance et prenne un peu de temps et un peu de repos avant justement de la solliciter à nouveau au moment de la taille. Autant avant, les clients achetaient des vins qui faisaient vieillir dans leur cave pour ressortir ces bouteilles plusieurs années après. Maintenant, on a des consommateurs qui veulent boire le vin tout de suite. Donc on vinifie plus de la même manière parce qu'on vend plus de la même manière. Avec une année comme on a eu cette année sur 2024 où on a eu très peu de raisins, donc très peu de récoltes, on est obligé d'anticiper le plus possible ce manque à gagner. C'est un domaine familial et où on a la 4e génération avec Joris, le fils, qui est là depuis l'année dernière. L'objectif, c'est de pouvoir transmettre. Maintenant, je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience qui est faite sur l'ensemble de la planète. En tout cas, dans la viticulture, on a de plus en plus de producteurs qui veulent revenir un petit peu à ces méthodes ancestrales où on respectait un peu plus les sols. On tire la sonnette d'alarme par exemple pour les abeilles. Les abeilles sont de moins en moins nombreuses, c'est elles qui pollinisent, donc c'est elles qui vont nous permettre de pouvoir avoir des fleurs, des fruits, des légumes, et elles sont en train de disparaître gentiment et on est dans une vision où on aime bien avoir des œillères devant les yeux, on se cache un petit peu de la vérité et malheureusement c'est ce qui fait que y a certaines cultures qui disparaissent et il y a certains animaux aussi qui disparaissent. Nous on essaye de remettre en place par exemple des chauves-souris, on remet en place aussi des haies, on va aussi replanter des arbres au milieu des vignes pour ramener cette biodiversité qui est nécessaire. Ces changements climatiques poussent à la réflexion sur le fait de est-ce qu'il faut qu'on continue dans ce même sens, est-ce qu'il faut qu'on continue à produire toujours plus, parce qu'à un moment donné en fait on ne pourra plus rien produire du tout. Ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'on ne va pas du tout dans le bon sens et que ça serait bien qu'il y ait une véritable prise de conscience avant que tout disparaisse et qu'on n'ait plus rien. Sur le secteur bourguignon, cette notion de biodiversité, au départ, quelques personnes seulement s'en rendaient compte. Et petit à petit, le viticulteur, de manière générale, prend conscience que tout ça, ça fait aussi partie intégrante de son terroir, de ses appellations, de ses lieux-dits. On le voit sur des petits arbres qui sont laissés, sur des bords de contours, des contours qui vont être fauchés et broyés plus tardivement pour permettre le développement d'essences de fleurs, d'insectes. Et on le voit aussi derrière nous, par exemple, avec tous ces petits bouts d'arbustes, parce qu'en fait, c'est ce qui fait aussi partie intégrante de cette notion de climat et de cette notion de terroir. Il y a quand même une prise de conscience de la part de la viticulture par rapport à cette notion d'environnement, d'écologie et de biodiversité, parce que maintenant, on est dans du travail mécanique, on est dans de la fauche tardive, on va laisser de l'arbre, etc., etc. Ensemble, le vendredi 27 septembre, à 12h30, nous entrons dans la couvrie très ancienne de Sylvain Bataille, collée au pressoir du vieux Chénov. C'est impressionnant. Des gens travaillent, une belle petite entreprise avec un vrai esprit d'équipe. Une quinzaine de personnes qui s'activent dans la joie, la bonne humeur, comme une famille. Ensemble, ça rit, ça discute, le temps passe vite. Une odeur forte de vieux, de nature et de travail se dégage du lieu bruyant. Fruits, fermentation, sueur, chien, humidité, ça sent la campagne chaude. Moi je suis parti à 14 ans, j'avais envie de faire ça, j'aime la nature, j'aime les plantes, j'aime faire du vin, j'aime le faire goûter, j'aime le faire comprendre à mes clients.
J'aime le boire avec mes amis. En fait, en Bourgogne, on est propriétaire de quelques vignes, mais sinon on en loue beaucoup. Parce que les vignes ne sont pas forcément à vendre. Déjà, elles sont très très chères, donc c'est impossible d'acheter. On a juste une petite cave sous la maison, bon, qui va bien, hein, mais qui fait 100 pièces, qui est petite par rapport à celle des pressoirs. Celle des pressoirs, elle est énorme, elle est monumentale. Ça fait depuis 2004 qu'on est dans la cuverie de Chenauve, donc qui est une cuverie ancestrale, comme vous avez pu le voir. C'est un bourg magnifique, dont l'activité principale au Moyen-Âge était la culture de la vigne, avec les pressoirs des Ducs de Bourgogne, et donc le fameux Clos du Roi, qui a été débaptisé de Clos des Ducs en Clos du Roi. C'était une fierté de faire du vin à Chenauve, qui a perdu sa vocation viticole dans les années 60, pour des raisons économiques. On va dire que la crise économique était pas simple, le vin se vendait plus, et puis pour une raison relativement facile à comprendre, c'est que la plupart des vignerons ont perdu leurs vignes. Ils ont été expropriés, en fait, on les a mis dehors pour construire l'ensemble des bâtiments que vous pouvez voir en bas du village et pour rejoindre jusqu'à Dijon. En fait, les villages ne se touchaient pas du tout. Imaginez qu'à l'époque, on avait le petit village de Chenauve qui était isolé et puis les portes de Dijon qui étaient quand même beaucoup plus loin que ce qu'elles sont maintenant. C'est l'urbanisation des années 60. Mais donc, c'est comme ça que la vigne a presque disparu à Chenauve. Et bien heureusement, parce que c'est quand même, ça fait partie des très très grands terroirs de la Bourgogne, les Clos du Roi et les Chapitres. La vigne et le vin, c'est quand même très européen à la base. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre culture. Accessoirement, ça fait partie de notre économie. Principalement, la vigne en France fait vivre du monde dans les endroits où il n'y aurait pas grand-chose. C'est souvent dans des endroits reculés, très ruraux. Il faut savoir que économiquement, c'est la deuxième source de devises derrière l'aéronautique. Sylvain aime le passé et les êtres humains. Il aime aussi les jeunes. Elle nous apprend beaucoup et explique simplement les choses de la vie. Elle nous montre sa petite cave, ici fut en bois, au veillé son vin. Sur les murs, le sol, le plafond, la moisissure se développe grâce à la fermentation qui est nécessaire. C'est un chef d'entreprise respectueux de la nature. Il est charismatique. On ne devient pas vigneron par hasard. C'est clairement un métier de passion, de partage. On pose une bouteille de vin sur une table, c'est pour partager avec les gens qu'on apprécie, passer un bon moment. C'est un art, mais c'est un art de vie. Ouais. Il y a un côté artistique dans le vin, ouais. Dans la façon dont on... C'est pas du tout une production d'une boisson alcoolisée, quoi. C'est beaucoup plus que ça. Ça organise la société, c'est vraiment sensuel, un petit peu comme de la cuisine. Ça s'explique pas, c'est pas qu'une recette. Les schémas de vinification qu'on trouve dans les livres, c'est très facile, tu mets des raisins dans une cuve, tu les fais fermenter. Enfin voilà, il y a des étapes clés, mais c'est pas comme ça qu'on fait un grand vin. On sait même presque pas expliquer pourquoi le vin de monsieur est différent de celui de madame. Depuis peu, la femme a, on va dire maintenant, sa place. Mais quand on est une femme dans le monde du vin, il va falloir prouver encore plus nos valeurs, nos compétences et nos capacités, que ce soit pour le travail de la vigne, le travail du vin ou même mon métier, c'est-à-dire la gestion en globalité. Si vous n'étiez pas fille d'eux, c'était compliqué d'intégrer un domaine. Maintenant, on voit de plus en plus de père en fille et plus de père en fils. Et c'est très bien que la femme ait sa place aussi dans le monde de la viticulture. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, la femme était interdite d'entrer dans les cuveries parce qu'on disait qu'elle faisait tourner le vin. Mais maintenant, on voit que la femme ramène aussi, au niveau de l'élaboration du vin, une touche un peu plus féminine. Quand vous goûtez le vin du papa, ou alors c'était une vinification à l'ancienne où on demandait de faire vieillir beaucoup les vins pour que les tanins se patinent un petit peu. Quand vous goûtez les vins d'une femme, je pense à Laurence Senard. J'ai eu la chance de travailler pour eux et c'est vrai que les vins de son papa étaient plus rudes, plus costauds. Et Lorraine a amené une touche un peu plus légère, un peu plus soyeuse, on va dire, et plus délicate. C'est la faute aux Romains, ça, hein, c'est vous. Hein. Vous êtes deux Italiens dans le groupe. C'est pas nous, hein, nous on était Gaulois, on buvait de la bière. Hein. C'est vrai. La vigne, c'est les Romains, donc les ancêtres des Italiens, qui l'ont amené en France, en Gaule. Astérix. Fin de bac blanc à faire et après on va manger. L'eau qu'on boit, c'est une eau saine. Jusqu'à il y a pas longtemps, hein, moins d'un siècle, l'eau qu'on prenait, il y avait de l'élevage, il y avait des tas de fumier partout. L'eau n'était pas potable, l'eau était dangereuse, il y avait des microbes dedans. Le fait de mélanger avec du vin, l'acidité et l'alcool du vin permettaient de tuer les microbes et de rendre l'eau saine. Donc c'était aussi
un moyen d'aseptiser l'eau. À l'école, on avait encore, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait le droit de servir du vin effectivement à la cantine, ce qui nous paraît complètement fou maintenant à notre époque. On a quand même des lois comme la loi E20 qui interdit justement la publicité pour tout ce qui est alcool. Et il faut penser aussi à tous les extrêmes de l'alcool, c'est-à-dire l'alcoolisme et toutes les maladies que ça engendre. Mercredi 11 décembre à 10h30, nous avons rendez-vous ensemble avec Sylvain Bataille à la cuverie. Il fait très froid. L'hiver est là. Il fait 4 degrés. Beaucoup d'entre nous n'avons pas d'hiver au pays. Et la température minimale dans l'année chez eux est de 18 degrés. Nous échangeons facilement avec Sylvain, accompagné de son chien Scooby-Doo. Il y a un respect du produit, ça c'est très 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 important. Faut pas faire d'amalgame entre quelqu'un qui boit 3 bières de suite pour essayer de voir les nuages et puis oublier le quotidien, et quelqu'un qui décortique dans un club dégustation et essaie de savoir comment si ça et ça. Là on retourne sur un vin avec une vision artistique. Ouais. Un climat, c'est cette particularité à ce qu'à un endroit, on pourrait dire une parcelle, hein, on pourrait dire un bout de coteau, on pourrait dire un champ, a cette capacité à donner un goût différent au vin et à le reproduire année après année. C'est-à-dire que c'est un côté un peu magique où tous les vins, mais il n'y a pas que pour le vin que ça fait ça, hein, pour le thé, pour les bananes, il y a plein de choses pour lesquelles la notion de terroir a un effet. Par contre, en vin, ça restait en Bourgogne, c'est vraiment dans notre ADN de séparer toutes les parcelles plutôt que de faire une seule cuvée. On mettrait tous les raisins, tous les vins ensemble, on pourrait faire une cuvée de Château Pataille. Après, ça fait des vins qui sont pas forcément mauvais, mais qui sont un peu tout pareils. Et c'est tellement intéressant de montrer les différences entre parcelles et de montrer justement cette magie de la géologie. Ça vient de la géologie. Ça, c'est facile à expliquer. Nous, notre géologie, en fait, la Bourgogne, c'est quoi ? La Bourgogne, c'est plus de 1500 ans d'histoire. Toute l'histoire, en fait, elle s'est créée autour de ces climats. Et les climats étaient déjà connus à l'époque. Et les chemins ont été, en fait, montés et construits sur ces fameuses failles. On le voit par exemple sur des secteurs comme ici, vous avez les Genolières qu'on va retrouver ici, un lieu-dit qui passe en premier cru d'ici peu de temps. Juste en dessous, vous avez un superbe lieu-dit qui s'appelle les Champs Saint-Étienne et les Ronçois. Les Champs Saint-Étienne, la terminologie du lieu-dit n'est pas là par hasard. En fait, elle s'appelle Champs Saint-Étienne depuis des lustres. C'est une donation du duché de Bourgogne et des seigneurs de l'époque à l'abbaye de Saint-Étienne au IXe siècle. Il faut imaginer qu'ici, il y a plusieurs millions d'années, on avait un climat tropical. De l'eau partout, des palmiers, un climat très chaud. Et donc, en fait, il s'est, au fur et à mesure des millions d'années, au fond d'une mer, il se dépose des sédiments, des trucs issus de la dégradation des végétaux, de la terre. Donc en fait, au fond de la mer, il s'est fait des plaques qui deviennent dures, ça devient de la roche. C'est comme ça que se forme de la roche calcaire. La mer s'est évaporée, elle a disparu. Et donc la géologie, c'est que vos sédiments, en fait, vous les avez perdus. Ils se sont cassés parce que ça a été percuté. Et si bien que ceux du dessus, du bas, des machins, sont mélangés. Et donc vous avez des toutes petites parcelles qui ont des géologies différentes, qui correspondent à des âges géologiques différents. L'appellation Marsanais, en fait, première appellation de la Côte de Nuit quand on sort de Dijon, la première appellation de toute la Grande Bourgogne. En fait, elle prend sa source à Dijon, sur un secteur qu'on pourrait appeler la faille de la Gare. Elle s'appelle la faille de la Gare parce qu'en fait, elle a été découverte quand la gare de Dijon a été construite à la fin du 19e siècle. C'est le point zéro de toute la grande déchirure qui va redescendre jusqu'à Marseille sur le delta du Rhône. C'est ce qui donne un petit peu tout le caractère à la fois géologique et historique de toute la côte viticole. Tout est lié au départ autour de cette faille, c'est-à-dire qu'à partir de là, c'est là que va se construire en fait toute la côte, telle qu'on le voit là. On voit ce chemin, on voit le décalage entre ce chemin et puis la vigne qui est en dessous. Ce chemin n'est pas là par hasard. Ce chemin, en fait, il est juste à la jonction entre deux climats distinctement différents. D'un côté, Marsanais, les Genolières, et un lieu-dit qui s'appelle Champs Saint-Étienne. Ce chemin-là n'est pas au hasard. Ce chemin-là, il est posé directement sur la faille.
C'est un autre monde, un autre univers qui éveille tous nos sens en nous vivant ensemble avec nos souvenirs. La récolte du miel en Égypte et les abeilles pour Saad, les chevaux du grand-père de Salma et Osama en Maroc, les moissons et la récolte du riz en Afghanistan pour Fahman et Hasibullah. Le climat, c'est très bourguignon, parce qu'en fait, depuis très longtemps, depuis les moines de Cîteaux qui ont isolé les différents terroirs, c'est eux qui ont isolé les terroirs, qui ont délimité les parcelles il y a 900 ans. Donc ça c'est fou, imaginez, il y a 900 ans, des moines avaient compris où étaient les limites de parcelles, et comment c'était bon à droite et à gauche, et pas au-dessus et pas en bas, enfin... Un petit plant de vigne, il est comme ça, il fait 30 cm de long, on enfonce les racines dedans, et donc il dépasse de ça. Ah bah il est gros comme mon pouce, même pas. On le plante au printemps. Par la suite, il va pousser, mais il lui faut au moins 3 ans pour faire un petit raisin, mais c'est plutôt 5. Après 40 ans, 50 ans, c'est là qu'elles deviennent qualitatives. Alors c'est des vieilles vignes, les racines sont plus descendues, elles font des plus petits rendements, elles font des petits raisins qui ont plus de goût. Et nous par contre, en vigne cultivée, après 100 ans, elles sont déjà fatiguées. Donc souvent on les arrache à entre 80 et 100 ans. Qu'est-ce qui fait que le raisin se transforme en vin? C'est des levures, c'est les mêmes levures que pour la bière ou pour le pain. C'est des levures qui sont présentes sur les raisins. Alors on peut utiliser des levures qu'on achète dans le commerce, on peut utiliser des levures sélectionnées, mais donc moi j'utilise rien, je suis en vinification les plus naturelles possibles. Les levures vont transformer le sucre du raisin en alcool. Donc c'est ça la transformation du vin. En gros, il faut 3 semaines. Vin rouge, c'est des raisins rouges, donc qui sont colorés sur le tour. Ils sont rouges, ils sont noirs, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça le pinot noir, par exemple. On dit jamais d'un raisin qu'il est rouge. Le vin, il est rouge, mais le raisin, on dit qu'il est noir. Le vin blanc, c'est des raisins blancs, donc ils n'ont pas de couleur dans la peau, ils sont blancs. Un vin blanc, on prend le raisin blanc, on le presse, on extrait le jus tout de suite. Donc on l'a coupé le matin, à midi, le raisin est passé dans le pressoir, on a déjà le jus, et les peaux, on les jette. Enfin, on les jette pas, elles servent à faire de l'engrais. Mais c'est pas pour nous. Et puis, le vin rouge, à l'opposé, on prend les grappes, on prend les grains, on les met dans la cuve, on les fait macérer comme on ferait macérer du thé. Pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 semaines en cuve. Il faut savoir que la fermentation alcoolique, c'est la transformation des sucres en alcool. Elle dégage de la chaleur. Donc une cuve, quand on récolte les raisins, ils sont à 15, 18 degrés. En fait, la température d'un raisin dans une vigne le matin, elle va naturellement monter à 30. C'est-à-dire qu'elle va s'échauffer toute seule par la fermentation. Donc en fait, cette chaleur va nous aider à extraire la couleur et quelque chose, les tanins. Les tanins, c'est très très important dans un vin rouge. C'est ce qui donne de la saveur, de la structure, et c'est un antioxydant accessoirement. Mais donc les tanins dans la nature, c'est bon, nous on s'en sert pour le vin, c'est très très important là. Mais les tanins, c'est un moyen de défense des plantes contre les agresseurs, contre les insectes ou contre les champignons. C'est un antioxydant fort. Et les rosés, c'est un pressurage rapide de raisin rouge. Comme on se macère pas longtemps, les vins sont pas rouges, ils sont juste rosés. Aligoté, chardonnay, pinot noir, c'est les cépages de Bourgogne. Par exemple, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, c'est les cépages du Bordelais. Chenin, c'est le cépage de la Loire. Riesling, Gewürz, Pinot blanc, Pinot gris, c'est les cépages de l'Alsace. Donc là, on pourrait dire que c'est des variétés. Ensemble, nous sentons de nouvelles odeurs, comme à l'intérieur d'un fût, le vin qui vit. Cela nous rappelle les grillés, les fumées, les cacao, les amandes, le miel. Et même le froid ici a une odeur, c'est bizarre. Vin de France, ça veut dire que c'est des vins qui peuvent être produits partout en France. C'est l'entrée de gamme. Ça peut être des grands vins. C'est le premier niveau. Tu vois, avec peu de contraintes techniques, il y a peu de réglementation, c'est ce qu'on appelait communément des vins de table avant, qui n'existent plus à cause de l'Europe, mais c'est ça. Et après, on a des appellations par région. On peut avoir des appellations génériques, régionales. Donc vous voyez ici, par exemple, c'est une appellation Bourgogne. C'est que Bourgogne. Bourgogne rouge, Bourgogne blanc, Bourgogne aligoté. Après, on monte, donc ça se resserre, hein, parce qu'en fait, les surfaces sont moins importantes et ça devient de plus en plus exigeant qualitativement parlant. Après, on a les appellations village.
Donc par exemple, Marsanais, Gevrey-Chambertin, Meursault, Beaune, Vaune-Romanée. Donc ça c'est pour ou Chablis ou Mâcon. Et après, il y a encore une toute petite partie où on arrive dans le vin va prendre le nom de son village, mais de la parcelle. Donc ça sera un premier cru. Par exemple, Vaune premier cru, les Malconsorts, Vaune premier cru, les Beaumont. Gevrey-Chambertin premier cru, les Lavaux-Saint-Jacques. Donc là, on est vraiment dans la notion de climat de Bourgogne. Et après, il y a une toute petite partie qui sont les grands crus. Donc grands crus, systématiquement, c'est tout le temps une part relativement faible de la superficie, mais les meilleures parcelles ou les meilleurs vins. On donne autant d'attention et autant d'amour à nos grands crus qu'à nos villages ou nos appellations régionales. Tous méritent la même attention et le même amour. Le mercredi 13 novembre, ensemble nous rencontrons Sophie dans les vignes à Chenauve. Il est 10h45, il fait froid, le thermomètre est descendu bas. C'est un matin sans soleil et très humide. Nous sommes dans une brume enveloppante, mais glaciale cette fois. Les feuilles de vigne ont changé de couleur et d'aspect. Elles sont vertes foncées, marron grises et craquantes. Beaucoup sont au sol et se décomposent dans la terre. Malgré les conditions météo défavorables, nous adorons la rencontre. Nous découvrons un nouvel univers. Sophie est jeune, passionnée, courageuse et positive. Elle travaille au domaine QU à Cochet avec Ghislain, propriétaire depuis 3 générations. Le domaine QU, ou tout du moins la viticulture du domaine, j'aime pas cette notion de domaine, ça me gonfle. On va dire que le métier de viticulteur, en Bourgogne, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. C'est ce qui fait que tous ces terroirs sont toujours là, ce qui fait que tous ces lieux-dits, tous ces micro-parcelles sont toujours là. Sinon, ça fait belle lurette que tout ça aurait été remembré comme en grande culture. Le remembrement en viticulture en Bourgogne, c'est quelque chose qui est inconcevable. Le vigneron, il est attaché à sa parcelle parce qu'en fait, c'est lui qui, au départ, avait choisi ses variétés de plants, qu'il avait plantées dans un sens ou dans un autre. Et il y a des générations. Moi, j'en suis du côté de mon père à la 4e génération et je suis tout content que mon fils continue derrière moi. Si demain j'ai des nouvelles parcelles à planter, c'est pas pour moi que je vais les planter, c'est pour faire perdurer. On n'est pas dans quelque chose qui va être sur l'instant. Ça va plus loin qu'une histoire de portefeuille. C'est ça qui est important, qui est intéressant. Une parcelle que je vais planter maintenant, qui va être en pleine production d'ici 20 ans, quelque part, je ne verrai jamais la pleine production. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'avoir la transmission. Et tout ce qu'on va faire en termes de viticulture sur une vigne, c'est quelque chose qui se pense sur du moyen, long terme. C'est ce qui vient un petit peu en inadéquation avec le monde dans lequel qu'on vit aujourd'hui, où tout doit être fait dans l'instant, pour l'instant, sans penser à ce qui se fait après. La viticulture bourguignonne, les climats de Bourgogne, c'est pas ça, c'est l'inverse.